Bonjour à tous et bienvenue à notre débrief suite au Grand Prix de Jerez, le Grand Prix en Espagne, donc le retour en Europe après l'Argentine et le Grand Prix d'Austin. Alors en premier lieu, un point technique, c'est un point important dont j'avais parlé pendant le preview, puisqu'on a eu des températures élevées en fait, et Jerez c'est un circuit où il y a beaucoup d'appui, beaucoup de freinage très fort sur le pneu avant, c'est un circuit un peu stop and go, et je m'attendais à des difficultés avec les pressions et les températures de pneus avant Michelin qui dans le passé ont pu créer des problèmes sur la physionomie des courses avec des difficultés pour les dépassements, et on n'a pas eu le problème à Jerez, donc ça c'est génial et ça nous a offert des belles bagarres en course. Alors une des raisons pour lesquelles ça s'est passé, c'est que Michelin a apporté une allocation qui a bien fonctionné, et en fait les teams maintenant, les constructeurs ont un nouveau système aussi pour modifier la manière dont ils mettent l'air en fait dans les pneus. Ce qui est surtout négatif quand les pneus chauffent, c'est l'humidité en fait qui est dans l'air. Alors Michelin, ils mettent normalement de l'air le plus sec possible. Mais alors maintenant, ce qu'ils font aussi, c'est qu'il y a un système de double valve en fait sur les jantes avant. Ils mettent les pneus en température, donc sous couverture, et une fois qu'ils sont en température, on remplace en fait l'air qui est à l'intérieur, l'air chaud, par de l'air froid, de l'air très sec, sans humidité. Et ça, je pense que ça a été la clé pour nous permettre donc d'avoir des courses comme ça qui ont été superbes, où les pilotes peuvent se suivre sans avoir trop de problèmes donc avec les pneus qui montent en température et en pression. Donc voilà, des coups d'os pour Michelin et pour les constructeurs pour avoir trouvé cette nouvelle technique qui a très bien fonctionné et qui, je l'espère, fonctionnera pendant toute la saison. Alors on va parler bien sûr des KTM qui continuent de monter en force après des essais hivernaux, disons, timides. Grosse performance de leurs pilotes et surtout de Jack Miller à Portimao. En Argentine, bien sûr, il y a eu cette course de Brad Binder, sprint, qui a été phénoménale. À Austin, ils étaient compétitifs aussi. Et là, à Jerez, ils ont vraiment fait une démonstration, cette KTM qui a beaucoup évolué et qui fonctionne super bien. On voit les pilotes se faire plaisir, mettre les motos en travers et surtout être efficace sur la durée de la course, sur les courses sprint et sur les qualifs. C'était vraiment le point négatif des KTM l'année dernière. Là maintenant ils arrivent à se qualifier super bien. Ils ont aussi un système de départ qui fonctionne extrêmement bien, avec un embrayage qui est un petit peu différent des autres constructeurs. C'est un embrayage hydraulique qui leur permet d'être très consistant en fait sur ces départs. Donc KTM qui a été de retour en force, avec aussi un Dani Pedrosa qui a fait une wildcard phénoménale. Alors là, je peux vous dire que c'est extrêmement difficile de faire une wildcard comme ça, d'arriver dans le bain, de sauter dans le bain des pilotes qui sont tous dans le rythme. Et Dani Pedrosa, il a surpris beaucoup de monde, moi y compris. Il a été exceptionnel. Il a eu donc signé le meilleur temps sur la FP1. Il a fait une belle qualif, 6e sur la grille, 2 superbes courses, le meilleur tour en course sprint, et en GP aussi, sur le GP, une course magnifique. Dani Pedrosa, vraiment, il n'a rien perdu de son talent, et à 37 ans, vraiment, il nous a offert une super performance. Donc voilà, Dani, beaucoup de respect pour ce pilote test qui, vraisemblablement, n'a pas perdu du tout de sa vitesse. Alors les pilotes KTM, ils ont bénéficié d'une machine qui est en développement constant. Pour moi, le gros changement en fait chez KTM, il a commencé l'année dernière. On avait vu à Misano en fait une nouvelle machine pour Dani Pedrosa, qui était arrivé en fait avec une machine avec beaucoup plus de place sur l'arrière de la machine, un redesign en fait de l'arrière de la machine pour pouvoir faire de la place pour une ride height device qui descend beaucoup plus. Et on a vu beaucoup d'images en caméra embarquée pendant ce week-end donc de Jerez, où on voit vraiment les machines de Binder, de Miller, de Dani qui descendaient vraiment énormément pour rabaisser ce centre de gravité, et ça permet d'accélérer très fort. Et sur un circuit comme à Jerez, ça a payé. Donc ils ont été compétitifs sur les qualifs, compétitifs sur les courses, très rapides dans les lignes droites, même par rapport au Ducati. Donc voilà, la KTM qui maintenant est une vraie arme de guerre et qui se positionne comme une machine qui va leur permettre de se battre pour le championnat et pour le titre de champion du monde. Et les évolutions chez KTM, elles ne sont pas finies. On a vu Dani Pedrosa qui, lui, a utilisé un package aéro différent par rapport à Brad Binder et Jack Miller. Il avait en fait un bas de carénage. Donc le bas de carénage standard, normalement, c'est une espèce de V, comme ça. Alors que Dani avait un bas de carénage pratiquement complètement plat.
Alors, l'idée ici, c'est de créer un effet de sol. C'est-à-dire qu'une fois qu'on rabaisse la moto avec la Ride Drive Device, on a donc le bas du carénage qui est très proche de la surface du goudron. Et donc, l'idée, c'est de faire un petit peu comme une F1, comme une voiture à fond plat, donc un effet de sol pour plaquer la machine au sol. Ça a bien fonctionné pour Danny, ça lui a beaucoup plu, et les pilotes KTM ont pu l'essayer pendant le test lundi. Donc, ils ont tous le droit à faire une évolution de package aéro pendant la saison. Et je pense qu'il n'y a pas trop de doute qu'on va voir très très bientôt donc, ce nouveau carénage sur les machines des pilotes officiels de Brad Binder et de Jack Miller. Une des grosses performances du week-end, c'est bien sûr Pecco Bagnaia qui a été de retour après son erreur en course, sa chute en Argentine sous la pluie, la chute à Austin où il avait dit qu'il n'avait pas trop compris pourquoi il était tombé, que pour lui, en fait, c'est une excuse qu'on n'a pas entendue souvent, qu'il était tombé parce que la machine était trop bonne. C'est-à-dire que celle-là, en tant que pilote, on utilise souvent beaucoup d'excuses, mais celle-là, on l'avait jamais entendue. Alors, ils ont démarré le week-end de manière un peu timide. Vendredi, ça n'a pas été une belle journée pour Pecco Bagnaia. On a posé la question d'ailleurs à Davide Tardozzi, son team manager, pourquoi est-ce que ça démarre comme ça difficile? Est-ce qu'il y a des doutes chez Pecco Bagnaia? Il a dit non, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est parce que Pecco nous a dit que la moto était trop bonne. Donc, en fait, on lui a donné une moto un petit peu pourrie pour vendredi. Et par contre, ils ont remis tout en place. Ils ont retrouvé, c'est une plaisanterie bien sûr, ils ont retrouvé le feeling et Pecco Bagnaia, il a dominé cette course malgré sa pénalité, donc aussi qui n'était pas justifiée pendant la course, pendant le Grand Prix dimanche. Il a réussi à contrôler donc cette course, à remporter la victoire après une grosse bagarre avec les KTM, mais vraiment Pecco qui a fait une course superbe, une course de vrai champion. Donc, il a pris beaucoup de risques, la confiance est revenue et une victoire très méritée pour Pecco Bagnaia et Ducati. Alors les pénalités, on va en reparler bien sûr puisque ça a été un des points clés de ce week-end. Les stewards FIM qui pour moi ont fait un peu n'importe quoi. Il n'y a pas eu vraiment de bonnes décisions, il n'y a que des décisions mauvaises en fait. Ça a commencé avec Morbidelli donc qui a pris une pénalité en course sprint alors qu'il y avait un espace, il se met dans l'espace. Malheureusement, Alex Marquez referme la porte et il chute. Ça, c'est un fait de course, ça ne mérite pas une pénalité du tout. D'ailleurs, en tant que pilote, quand on s'écarte un petit peu, comme Alex Marquez l'a fait, quand on s'écarte un peu dans le virage serré, surtout comme ça, le virage numéro 2 à Jerez, on s'attend, surtout sur un départ, on s'attend à ce qu'un pilote mette la roue avant. Donc, normalement, ce qu'on fait là, c'est qu'on laisse un espace, on laisse 40-50 cm pour que le mec, s'il est là, qu'il n'y ait pas de percussion. Donc Alex Marquez, il n'a pas laissé de place. Morbidelli était là, il était obligé de mettre la roue avant sur le vibreur et il tombe. Mais c'est vraiment pas de sa faute, c'est un fait de course. Donc ça ne méritait pas une pénalité, tout comme la pénalité, les deux pénalités que Fabio Quartararo a écopé. Donc au départ du Grand Prix, Fabio Quartararo qui se retrouve coincé en fait au deuxième virage entre Oliveira et une des machines VR46. Il n'a nulle part où aller, il est obligé de faire un contact quelque part, et malheureusement, donc il tombe, Miguel Oliveira tombe aussi, mais ça, encore une fois, c'est complètement un fait de course, ça n'a rien à voir avec c'est pas une erreur de pilotage. Donc pénaliser Fabio Quartararo pour ça, une grosse erreur de mon opinion. Et alors le deuxième long lap pour Fabio Quartararo, là encore une fois, c'est n'importe quoi. Fabio Quartararo qui fait son long lap, qui en sortie, en fait, c'était le long lap, il est dans le dernier virage. Donc quand on ressort de l'épingle, on se retrouve en fait sur la sortie du long lap, on va rejoindre le trafic sur la racing line. Donc Fabio, il est surtout en train de regarder, pour la sécurité, il est en train de regarder qu'il n'y ait personne qui arrive sur le côté gauche pour qu'il puisse s'insérer en fait sur le circuit. La ligne là de délimitation, elle revient un petit peu d'ailleurs, c'est surtout ça le problème, et il mord la ligne de 2 cm. Donc le pénaliser pour ça, alors qu'il essaye de rentrer sur le circuit de manière, disons, sécurisée, encore une fois, n'importe quoi. Donc les stewards FIM qui sont, en ce moment, il y a pas mal de problèmes. D'ailleurs, les pilotes MotoGP et Dorna ont appelé un meeting qui va se passer au Mans en amont du Grand Prix pour qu'il y ait des explications qui soient données et des changements qui soient faits, puisque
c'est une situation, je pense, qui n'est pas, qu'on peut pas, qui ne veut pas continuer. Voilà, donc il va falloir soit changer complètement l'attitude au niveau des pénalités, soit changer complètement le panel des stewards FIM, puisque tous les pilotes s'en plaignent et voilà, il y a trop d'erreurs, donc il va y avoir besoin de changement. Alors en parlant de nos Français, Johann Zarco, il a fait un week-end, même si bon, il n'y a pas de podium, il n'y a pas de grosse perf, il a fait quand même un beau week-end, 8e en qualif, une chute en bagarre pour la 4e place sur le Grand Prix, une belle course sprint aussi où il finit qu'à 3 secondes de la gagne, donc il était dans le rythme Johann Zarco, donc voilà, pas de gros résultats pour Johann, mais un rythme de course qui était hyper intéressant et Johann Zarco qui était dans le coup. Donc voilà, c'est un week-end positif encore une fois pour notre Français Johann Zarco. Et du côté de Fabio Quartararo, alors ça a été un week-end désastreux pour lui pour plusieurs raisons. Alors les pénalités, bien sûr, ça lui a complètement ruiné son Grand Prix. Malgré tout, il finit quand même dans le top 10, donc il n'a pas lâché l'affaire, il s'est quand même battu jusqu'au bout, Fabio. Surtout, le problème pour Fabio et pour Yamaha, c'est les difficultés pour se qualifier. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment à avoir des rythmes de course qui est excellent, un rythme de course qui est assez bon pour aller gagner la course, pour aller se battre pour le podium, mais ils ont du mal à se qualifier. Donc 16e sur la grille, Fabio Quartararo, c'est mission impossible. C'est impossible de revenir de là, même si en course sprint, il avait fait un premier départ. Malheureusement, il y a eu le drapeau rouge, mais il avait fait un premier départ excellent, puisqu'il était 8e à la fin du premier tour, juste avant le drapeau rouge. Il avait gagné 8 places. Donc voilà, il y a eu, disons, pas de chance pour Fabio. Cette lacune donc pour le Tour Qualif en mode avec peu d'essence et avec les pneus neufs. Donc ça, il va falloir qu'il bosse dessus avec son équipe et qu'il essaie de s'améliorer. Donc je dirais que le rythme là, il manque pas grand-chose du tout, mais il va falloir essayer de se qualifier un petit peu mieux pour retourner aux avant-postes. Enfin, un mot sur les blessés. Miguel Oliveira, encore une fois, pas de chance, comme à Portimao où il se fait tibonner par Marc Marquez qui avait fait cette erreur. Là, cette fois-ci, c'est avec un fait de course, avec la chute avec Fabio Quartararo. Malheureusement, Miguel Oliveira qui est rentré dans le bac, qui a mis la main dans le bac à gravier et qui s'est déboîté l'épaule. Alors initialement, ils ont dit qu'il n'y avait pas de fracture, c'était juste une épaule déboîtée, mais il semblerait qu'il y ait une petite fracture avec à l'humérus. Alors ça, c'est des blessures qui sont vilaines, qui peuvent mettre vraiment longtemps à se remettre. Donc voilà, pour Miguel, c'est une très mauvaise nouvelle, puisque encore une fois, il était dans le rythme avec son Aprilia, la machine lui convient super bien, et le team fait vraiment un boulot exceptionnel. Mais ça, c'est une blessure qui va le pénaliser, je pense, pendant longtemps. Et encore une fois, ce n'est pas de sa faute. Donc, on va lui souhaiter une bonne convalescence et de revenir le plus tôt possible. Du côté de Marc Marquez, on devrait le revoir de retour au Mans. C'est ce qui avait été annoncé. Il prend un peu de temps pour se remettre. C'est une blessure un peu vilaine à son pouce, dont il a été obligé de se faire opérer. Donc, Marc Marquez qui prend le temps de revenir. Un changement d'attitude avec Marc, puisque dans le passé, on l'aurait vu revenir immédiatement, même avec de grosses blessures. Mais ça, on sait que historiquement, ça ne lui a pas réussi avec sa blessure au bras qu'il a traîné pendant plusieurs années. Donc Marc Marquez devrait être de retour donc, sur la grille, sur le circuit Bugatti au Mans très bientôt. Bastianini, lui, le pilote officiel Ducati, a essayé de revenir. Il avait fait quelques journées à Misano d'essai avec sa Ducati V4, donc sa Ducati d'entraînement de Superbike. Il était vraiment à la limite, il a essayé de rouler, malheureusement pour lui c'était trop de douleur. Alors le problème c'est que fracture omoplate, il faut vraiment du temps pour ça se remettre. C'est une fracture que j'ai eue d'ailleurs, c'était en 2008 à l'époque, je la sens toujours d'ailleurs, c'est une fracture qui met très très longtemps à se remettre. Donc il avait plus que de douleur, il a expliqué que c'était surtout un manque de force sur la machine. Et les machines MotoGP qui sont extrêmement physiques à piloter, donc il a préféré jeter l'éponge samedi pour essayer de se remettre et puis d'être au retour peut-être au Mans, on va le revoir je pense, réessayer une nouvelle fois au Mans, mais c'est une blessure compliquée. Donc malheureusement Bastianini qui lui avait démarré la saison dans le team Ducati officiel avec beaucoup d'espoir, qui voit son début de saison complètement ruiné donc par cette blessure. Et enfin du côté de Pol Espargaro, toujours pas de nouvelles sur une date de retour. Ça a été une chute vraiment très lourde à Portimao.
Il a eu des blessures très importantes, des contusions pulmonaires qui peuvent prendre très longtemps à se remettre. Donc voilà, pour le moment, pas de date de retour pour Paul Espargaro. On espère le revoir, mais ça ne sera sûrement pas avant cet été.